Mesdames et messieurs, bonjour. Donner la chance aux décideurs d'évaluer les avancées de leur politique de développement et doter le pays de statistiques fiables sont le leitmotiv de l'énorme projet de réforme du système statistique et de l'Institut national de statistique au ministère du Plan. C'est dans ce cadre qu'entre le dernier recensement général de la population et de l'habitation. Mais pourquoi réformer le système statistique national? Et pourquoi réformer également l'Institut national de la statistique? Qu'est-ce que notre pays y gagnerait? Voilà des questions autour desquelles tournera aujourd'hui l'émission Gouvernance qui reçoit pour vous M. Kaba Aboubakar. Il est ingénieur statisticien, directeur général de l'Institut national de la statistique au ministère du Plan. M. Diop Lamine. M. Diop Lamine est statisticien, il est économiste et consultant international. Et M. Jean-Claude Legué. M. Jean-Claude Legué est spécialiste en audit organisationnel. À mes invités, j'ai dit bonjour et bienvenue. Première question, c'est pour vous, M. Kaba. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut national de la recherche. Quel est le contexte dans lequel se situe cette réforme? Avant tout, je vous remercie pour nous donner l'occasion aujourd'hui de parler de l'Institut national de la statistique et le système statistique de façon générale. Le contexte dans lequel se situent aujourd'hui les réformes engagées en matière de statistiques en Guinée sont les suivants. Premièrement, vous devez le savoir qu'après plusieurs années de turbulences, la Guinée a renoué avec l'ordre constitutionnel en 2010 par l'élection d'un président démocratiquement élu. Et depuis cette date, les nouvelles autorités du pays se sont fixées comme objectif de faire de notre pays un pays émergent. Mais l'émergence veut dire aussi qu'on se fixe des objectifs précis en matière économique, en matière sociale, en matière de gouvernance ou même en matière de la démocratie et de la communication. Pour cela, il faut des outils indispensables pour informer les décideurs si les objectifs qui sont fixés sont en voie d'être atteints ou alors s'il y a des écarts pour qu'ils puissent prendre des dispositions idoines pour remettre le pays sur le sentier de la croissance vers ces objectifs-là. C'est dans ce contexte, effectivement, que se situe la réforme statistique. C'est l'Institut national de la statistique, avec tous les services producteurs des données statistiques des départements sectoriels, qui pourront aider le gouvernement pour aller vers cette émergence que nous souhaitons tant. Bien, dans la préparation de cette émission, nous allons parler du projet PAX. C'est quoi ce projet? Voilà. Le projet PAX, c'est un projet qui lie le gouvernement guinéen à l'Union européenne. Et ce projet PAX veut dire programme d'appui renforcement des capacités statistiques. Il contient deux volets importants. Le premier volet, c'est le financement du recensement général de la population pour un montant total du côté de l'Union européenne de 2 500 000 € environ. Le premier volet-là permet à la Guinée de disposer, après 10 ans de retard, pour la première fois, les données de base pour le ciblage des programmes de société. Je vous disais tout de suite que notre président veut faire de la Guinée un pays émergent dans un poste à venir. Pour cela, il faut des indicateurs précis. Et pour avoir ces indicateurs précis, il faut les populations cibles. Il faut ce que nous appelons les dénominateurs. Par exemple, il faut qu'on sache combien d'enfants en Guinée auront l'âge de la scolarité pour 2014, 2015, 2016, 2017. Combien de femmes auront besoin des services de santé en matière de la santé maternelle et infantile. Donc le recensement permet de trouver le dénominateur des différents indicateurs de développement du pays. En plus donc de ce premier volet, il y a naturellement le deuxième volet qui permet, lui, de calculer ou de mesurer le numérateur de nos indicateurs. Si le recensement nous donne que la population scolarisable, par exemple, est de 200 000 enfants, on veut
voudrait savoir, effectivement, pour une année donnée, combien d'élèves sont partis à l'école parmi ces 200 000-là. Donc, le deuxième volet, c'est la réforme qui nous permet d'avoir ce numérateur. Et c'est dans ce cadre, donc, qu'une activité a été inscrite pour dire, avant de se mettre à produire des données statistiques, il faut d'abord faire un diagnostic complet de l'ensemble des systèmes statistiques nationaux pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est dans ce cadre donc que vous avez ici en présence M. Diop et M. Jean-Claude Guérin qui ont été recrutés par l'Union européenne à la demande de la Guinée pour venir faire le diagnostic du système national statistique de manière indépendante et transparente. Monsieur Diop Lamine, encore une fois, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes statisticien, économiste et consultant international. Est-ce qu'on peut avoir une idée du contenu de ce projet? Comme je l'ai dit avant d'entrer dans cette salle, je suis venu en mission ici avec M. Jean-Claude Leguet. Nous avons passé 5 semaines en Guinée et on nous avait demandé de venir sur place analyser l'organisation et le fonctionnement du système statistique national de la Guinée et proposer des solutions pour sa réforme en vue de le rendre plus performant. Et au centre de ce système, il y a l'Institut national de la statistique, l'INS, que dirige M. Kaba, qui est le principal producteur de statistiques publiques du pays et qui est chargé également de coordonner l'ensemble des activités statistiques nationales et d'apporter également un appui technique aux services statistiques qui sont dans les différents ministères. Donc nous avons fait une série d'entretiens, nous avons examiné la documentation et hier nous avons pendant une journée dans une réunion présenté nos propositions. Donc c'est un plan de réforme assez ambitieux, donc qui vise à atteindre l'émergence aussi pour le système statistique, puisque si un pays veut être émergent, il a besoin aussi d'un système d'information émergent qui permette d'avoir l'information à temps, de qualité, qui couvre tous les secteurs de l'activité économique et sociale et qui soit accessible pour que les décideurs puissent avoir les outils qui leur permettent de décider et de mesurer l'impact des décisions qu'ils prennent. Ces conditions sont loin d'être réunies en Guinée comme dans d'autres pays de la sous-région et c'est pour ça que nous sommes venus pour donner un appui. Dans cette réforme, il y a des mesures dont la mise en œuvre nécessite l'intervention directe des autorités politiques. L'Institut national de la statistique a été créé en 2010 pour remplacer l'ancienne direction nationale de la statistique, mais avec un statut d'établissement public autonome. Malheureusement, pour des raisons diverses, à notre arrivée, nous avons constaté que l'INS ne fonctionne pas comme un EPA, établissement public autonome. Il fonctionne toujours comme l'ancienne structure qu'il est censé remplacer. Service rattaché. Voilà, c'est-à-dire la direction nationale dépendant d'un ministère, en l'occurrence le ministère du Plan. Donc nous avons proposé que dès que possible, le statut soit mis en place, qu'il y ait un conseil d'administration en place qui se réunisse, qu'il y ait une convention d'établissement pour régir le personnel, que l'Institut occupe son propre personnel, qu'il y ait un règlement intérieur, un manuel de procédure et d'autres outils de gestion. Donc nous avons fait des propositions pour aller dans ce sens. Nous avons même proposé que le décret qui régit l'INS soit mis à jour. Parce que nous avons constaté qu'il y a des possibilités d'amélioration. Nous avons beaucoup insisté sur la gouvernance du système statistique, notamment de l'INS, et son organisation. C'est un des points où en Afrique nous sommes assez faibles. Faire la statistique, c'est facile, c'est compliqué, mais en même temps c'est facile, puisque les méthodes statistiques, on peut les apprendre dans les écoles. Le plus difficile, c'est d'avoir des institutions bien gouvernées, bien gérées, bien organisées, avec des procédures transparentes, des manuels de procédure où les procédures sont codifiées et qu'on puisse les respecter. Ça, je pense que c'est un effort que nous devons faire et il
appartiendra le moment venu au directeur général de l'INS, aux responsables des différents services statistiques publics, de veiller à ce que les structures soient bien gouvernées, bien organisées, bien gérées selon des normes transparentes. C'est pour ça qu'on a prévu de faire élaborer prochainement une série de manuels de procédures dans les différents domaines de la gestion administrative, la gestion des ressources humaines, la gestion comptable, la gestion financière, la gestion de l'information statistique, etc. Donc ça, c'est très important. Bon, comme toute réforme, il faut s'attendre à ce que l'État soit amené à dépenser un peu plus. Puisqu'actuellement, nous constatons que malgré les efforts qui sont faits, notamment récemment lors du recensement de la population, malgré les efforts faits par l'État, il y a encore beaucoup à faire. Les budgets de l'INS, comme des autres services publics, sont encore sous-alimentés. Il n'y a pas suffisamment de crédit. Et sans la contribution active des partenaires au développement, notamment de l'Union européenne, qui a financé cette mission, beaucoup de statistiques ne seraient pas produites et diffusées. Ça, nous l'avons constaté sur le terrain. Comme nous avons l'habitude de le dire, la statistique, c'est un bien public. Donc, et aussi c'est une mission régalienne de l'État, comme la justice, la sécurité. Donc, dans tout le pays, il appartient à l'État de prendre à sa charge le financement de l'appareil de production statistique. Bon, les partenaires pourront toujours venir en appui, puisque nous sommes des pays en voie de développement. C'est normal que les partenaires nous appuient. Effectivement, ils le font. Mais les autorités, le gouvernement doit être en première ligne. C'est pour ça que, comme nous l'avons dit, si nous voulons que la réforme réussisse, non seulement les techniciens doivent jouer les partitions, mais nous comptons beaucoup sur le soutien des autorités pour prendre les mesures administratives, législatives, réglementaires et aussi sur le plan financier pour mettre en œuvre les différents volets de cette réforme. Monsieur Jean-Claude Leguet, vous êtes expert court terme en réforme institutionnelle, mais également en audit organisationnel. Qu'est-ce qui motive cette implication très sérieuse de l'Union européenne auprès du gouvernement guinéen dans ce projet de réforme? Et ça me fait plaisir de savoir que l'Europe s'intéresse aux pays émergents et essaye de leur apporter un appui dans leur démarche vers l'émergence. Bien entendu, je pense que ça fait très longtemps que je fais de la consultance en Afrique. J'ai toujours vu les bailleurs de fonds essayer d'appuyer les Africains. Il y a eu des erreurs de commises. On en a tiré les conséquences et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les appuis sont beaucoup plus ciblés et beaucoup plus intelligents qu'il y a une vingtaine d'années, comme on a pu le voir à l'époque des ajustements structurels. L'Union européenne, de ce point de vue-là, cible les actions qui ont un effet et qui sont des conditions sine qua non de la réussite de l'émergence. Comme l'a très bien expliqué et monsieur le directeur général et monsieur Diop, la statistique, c'est la fondation sur laquelle on peut bâtir des projets de développement, des projets politiques, économiques, politiques, sociales, etc. Ça, ces fondations, ces projets sont basés sur du sable. On ne peut pas être très précis sur l'avenir. Et c'est aussi le moyen de vérifier, de s'assurer, de suivre ces projets et de s'assurer qu'ils répondent aux objectifs qu'on s'était fixés et même que les objectifs qu'on a atteints correspondaient à l'impact qu'on avait souhaité. Et donc à partir de là, la statistique, c'est vraiment le premier des outils dont il faut que les politiques disposent pour pouvoir faire de la politique. Et je crois que l'Union européenne a donc bien ciblé son appui et bien ciblé son effort. Maintenant, pour venir en appui de ce que je disais à M. Diop tout à l'heure, il y a dans la réforme qu'on a identifiée, qu'on a essayé de définir pour l'Institut de la statistique, deux aspects. Un aspect fonctionnement. Fonctionnement statistique, fonctionnement de management. Très bien décrit par M. Diop. Ça, pour nous, c'est vraiment l'État qui doit être en première ligne, avec un appui en matière intellectuelle, en matière de réflexion, mais c'est l'État qui doit être en première ligne, c'est son outil. C'est sa condition d'indépendance de choix. À côté de ça, il y a d'autres conditions qui doivent être absolument remplies pour que l'INS fonctionne et qui là peuvent demander des appuis extérieurs. C'est de l'investissement. Alors en particulier, on a comparé dans le débat de préparation que nous avons eu il y a quelques heures,
l'INS à la RTG, à votre métier. Je pense qu'on peut difficilement imaginer faire de la radio-télévision et du journalisme de bonne qualité si vous n'avez pas aujourd'hui, au XXIe siècle, un local dans lequel vous pouvez loger tous vos outils. Si vous n'avez pas de l'électricité, tout le temps que vous émettez, tout le temps que vous enregistrez, si vous n'avez pas les outils techniques, les caméras, les téléviseurs, les micros qui fonctionnent, et si vous n'avez pas des spécialistes, des bons techniciens qui peuvent servir tout ça. Et bien aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à l'INS, il n'y a rien de tout ça. Ils n'ont pas de locaux. En tout et pour tout, ils ont 12 bureaux. Ils sont 115. Ces bureaux sont à l'étage du ministère du Plan. Il est impossible d'y installer le moindre groupe électrogène. Il y a de l'électricité de temps en temps, comme partout ici en ville. Ils ont du mobilier, ils sont des fois entassés à 5 mobiliers de bureaux dans le même local, je ne sais pas si vous voyez, et les chaises sont mises les unes sur les autres parce qu'effectivement on ne peut pas les mettre les unes à côté des autres. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de réseau informatique, il n'y a pas de système de documentation, il n'y a aucun moyen. C'est vrai que toute cette réforme repose sur deux piliers. Un, la réforme de tous les outils de fonctionnement et de gouvernance, et la réforme, la mise en place du minimum d'outils nécessaires à un organisme qui est essentiel pour le développement de la politique économique et sociale de l'État. Monsieur Legué, Monsieur Kaba, je reviens à vous. Tout à l'heure, dans la préparation de l'émission, il a été dit que les réformes ont bien sûr un coût. Ça coûte cher. Vous êtes le directeur. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de cette réforme? Bon, en fait, peut-être que c'est prématuré de chiffrer globalement le coût de la réforme, parce que le processus continue. Dans sa phase actuelle, les calculs que nos techniciens en place ont pu faire nous amènent autour de 15 à 20 milliards pour le fonctionnement de l'INS. Donc actuellement, l'État donne chaque année, depuis un certain temps, 3 milliards. Comparer ces 3 milliards à... C'est un sixième de ce qu'il faut. Mais en plus de ça, ils ont évoqué un problème important, c'est les locaux. La RTG, depuis que vous avez déménagé à Colomar, on a senti un impact dans l'amélioration de votre façon de faire. L'INS, en fait, moi je viens d'arriver, je dois le souligner, mais dans mes documentations, on m'a informé que nous avons intérêt, même à côté de vous ici, qui est affecté à la construction sur le plateau de Colomar. Voilà, en tout cas, Colomar ici, voilà, pour la construction du siège de l'INS. Comme Jean-Claude vient de le dire, tant que nous resterons dans un couloir, on ne peut pas devenir l'INS, ça c'est sûr. Allez au Sénégal, allez-y au Mali, en Côte d'Ivoire, en tout cas au Burkina, l'INS doit avoir sa propre autonomie financière et un cadre de travail. Donc, il faut évaluer donc la construction de ce siège, ajouter le coût de ça sur ce que nous venons de dire, pour avoir une idée claire du coût de la réforme. Mais soyez en fait pas aussi pressé, les autorités sont en train de faire un grand effort. Actuellement, l'INS a 3 locaux. Il y a les 12 bureaux dont parlait M. Jean-Claude, qui sont au 2e étage du ministère du Plan. Et il y a aussi un service informatique dans la cour des impôts, là où se trouve la direction nationale des impôts. En bas, nous avons notre service informatique. C'est là-bas où d'ailleurs, vous allez voir, tous les questionnaires de recensement général de la population sont stockés pour le moment. Et on ne sait pas comment les exploiter, puisque tellement que le local est très restreint. En plus de ça, il y a un local aussi aux côtés du marché Niger qu'on appelle le BCR, Bureau Central de Recensement. Là-bas aussi, il y en a des locaux, mais
commencé à construire là-bas pour recevoir les questionnaires. Malheureusement, à la réception provisoire des travaux, on constate qu'il y a trop de problèmes. On ne peut pas. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, c'est tous ces éléments qu'il faut mettre à relief pour sortir un coup définitif de la réforme. Maintenant, le ministère du Plan, qui abrite l'Institut, qui gère même l'Institut, réagit par rapport à ce que vous venez de dire. Effectivement, je disais que le gouvernement, à travers le ministère du Plan, conscient des problèmes. D'ailleurs, nous-mêmes, notre arrivée à la tête de l'INS a été un combat de longue haleine que l'actuel ministre du Plan, M. Sékou Traoré, a eu à faire pour sensibiliser ses patrons amis, la prémature, la présidente, que l'Institut ne peut pas être géré par de non-statisticiens. Donc, on a reçu ça. Deuxièmement, au jour d'aujourd'hui, on a envoyé la loi, réviser la loi statistique, le projet de révision de la loi statistique a été discuté au Conseil interministériel et il est transmis à l'Assemblée pour son adoption. C'est déjà une avancée. Et puis, mon patron m'a dit que son patron l'a appelé, le patron de tout le monde l'a appelé pour dire, mais est-ce qu'on ne peut pas penser à une coopération entre l'INS et la Guinée et le Maroc? Vous voyez l'axe de coopération entre le gouvernement guinéen et le royaume sérifien que vous-même avez couvert dans le mail. Ça veut dire que le problème est pris au sérieux au niveau du ministère du Plan. Seulement, la tâche était énorme et elle est encore énorme. Mais il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Monsieur Diop, je me tourne vers vous. Dans la préparation de cette émission, il a été dit que les ressources humaines sont une priorité. Ça veut dire quoi? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord remercier le ministre du Plan, ce qui nous a reçus la semaine dernière pendant près de 2 heures de temps. Ce qui est assez rare. En tout cas, je vais souvent en mission dans les pays en Afrique. Je pense que c'est la première fois que le ministre du Plan consacre autant de temps à une mission d'experts. Donc, ce qui nous réconforte. Nous pensons qu'il pourra porter plus haut le flambeau pour que cette réforme puisse vraiment aboutir. Ça, c'est très important. Je voudrais également saluer le dévouement et le courage des collègues guinéens qui font la statistique à l'INS et dans les ministères dans des conditions extrêmement difficiles. J'ai visité plusieurs séries statistiques, mais les conditions sont vraiment très difficiles. Mais malgré ça, les gens font tout ce qui est possible humainement pour produire des statistiques. Je pense aussi qu'il faut remercier le gouvernement de la Guinée, puisque même s'il y a encore pas assez de crédits consacrés à la statistique publique, le gouvernement a fait des efforts extraordinaires. D'avoir créé l'INS, mettre à la tête un spécialiste du secteur, et surtout dernièrement, le gouvernement a fait de gros efforts pour le financement du recensement de la population de l'habitat. Ça veut dire que c'est à saluer. Mais nous encourageons à aller plus loin et à faire en sorte que l'appui politique continue pour que la réforme puisse entrer en vigueur. Comme je l'ai dit pendant tout mon séjour, la Guinée a entrepris ce genre de réforme après les autres pays africains, donc elle a la possibilité de capitaliser les bonnes pratiques des autres pays et d'aller plus vite. Comme nous l'avons dit avant d'entrer dans ce studio, l'Union européenne a eu l'heureuse idée pour cette mission d'associer un spécialiste du secteur de la statistique et un spécialiste de l'organisation SOE et de l'audit. C'est assez rare, je crois qu'il faut saluer cette démarche. Et ça a permis de faire vraiment un diagnostic complet. Habituellement, dans ce genre de diagnostic, on n'envoie que des statisticiens dans les pays. Et il y a un certain nombre de choses importantes qu'on laisse dans l'ombre. C'est pour ça que, comme je l'ai dit aussi, et répété ici, si vraiment cette réforme est soutenue au niveau politique et mise en application, dans quelques années, la Guinée, le système statistique guinéen sera au premier rang des systèmes statistiques des pays d'Afrique francophone.
zone au sud du Sahara. Ça, donc vous avez la possibilité de rattraper et de dépasser la plupart de ceux qui nous ont précédés dans le chemin des réformes et le chemin de la statistique. Ça, je crois que c'est très important à dire. Donc comme nous avons la possibilité de nous exprimer en public et de toucher et les responsables et le public, je voudrais vraiment personnellement encourager les autorités au niveau le plus élevé, puisque nous savons que le président de la République s'intéresse de près à la statistique, à vraiment continuer à même monter cet intérêt et à le traduire en actes concrets, c'est-à-dire consacrer une partie des ressources nationales pour financer la statistique publique. Monsieur Legué, justement, quand on préparait cette émission, vous avez dit, mais c'est votre vitrine. Ça veut dire quoi? La production des chiffres qui reflètent la population, l'état du niveau de vie, l'état du système de santé, l'état du système économique, l'agriculture, les cartes, les statistiques, etc., sont le moyen le plus rapide de prendre connaissance de l'état d'un pays. Ça touche absolument tous les domaines. Vous voulez savoir ce qui se passe en matière de tourisme, en matière de santé publique, en matière minière, en matière d'agriculture, en matière de flux de population, de répartition culturelle, etc. Eh bien, c'est l'Institut de la statistique qui est à la base de la fourniture de toutes ces informations. Il y a un site informatique du système statistique actuel qui est en cours d'ailleurs de réforme. Et c'est le moyen le plus aisé d'accéder à la carte postale, à l'image de la Guinée, où qu'on soit dans le monde. Les sont obsolètes, difficiles à trouver, ne sont pas complètes. Et après, c'est l'image du pays qui en bâtit. C'est absolument évident. Savoir comment les bâtir de façon intéressante, savoir où placer les contrôles, où placer les niveaux de décision, de délégation de pouvoir et de responsabilité, tout ça, ce sont des domaines qui relèvent d'une spécialité qui est l'organisation. Monsieur Kaba, on a parlé également des deux volets, les deux composantes de ce projet qui sont l'aspect recensement, mais également l'aspect amélioration du système de statistiques de routine. Ça veut dire quoi? L'amélioration des statistiques de routine s'intéresse à la production, le traitement et la diffusion des données de tous les jours au niveau des différents départements sectoriels. Si je prends par exemple le cas du ministère de la Communication et plus précisément de la RTG, on aimerait savoir à la fin d'une période, par exemple, un mois, 2 mois, 3 mois ou une année, combien d'émissions gouvernance que M. Kaba a pu organiser. Et ça concerne cette émission, quelle était la diversité, ça traitait combien de sujets et combien de personnes, de spécialités ont parlé de ça. Donc pour ça, quelle a été l'influence sur ça? Normalement, vous devez avoir ici un registre de pointage sur l'organisation de l'émission de la gouvernance. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est le 7, vous avez reçu le 7 mai, à partir de 9h, dans vos locaux, M. Kaba, le directeur général de l'INS, et M. Diop, le consultant principal du projet PAX pour la réforme du système statistique national guinéen, et M. Jean-Claude Guillet. Ainsi, dans ce registre, on doit trouver quels sont les éléments que nous avons discutés. Vous allez dire que ça c'est très élémentaire. Oui, c'est élémentaire. Mais imaginons que l'on prend une année et qu'on vous demande de se coller sur un plateau combien d'émissions de gouvernance vous avez réalisées pendant le premier trimestre de l'année 2013. S'il n'y a pas ce outil-là, on ne peut pas faire. Et ça, c'est ça, des statistiques de routine. C'est ce que nous faisons tous les jours. La même chose au niveau de la santé. Tous les jours, quand tu vas dans un service de santé, par exemple, moi, je suis pas là, ils ont des registres. Ils
posent leur diagnostic sur le patient qui est venu et ils font le traitement. Ils consignent ça dans ce registre. Et à la fin, chaque mois, ils totalisent l'ensemble des prestations qu'ils ont eu à faire, l'ensemble des patients qu'ils ont reçus et les différentes maladies qu'ils ont traitées. Et ce sont ces données-là qu'on appelle des données de routine. Si on ne donne pas les moyens aux différents producteurs de ces services statistiques de routine de collecter, de synthétiser et de leur donner la possibilité de diffuser via même l'Institut national de la statistique, l'objectif de développement de la Guinée restera encore incertain. Par exemple, quand vous prenez l'un des grands résultats du président de la République et son gouvernement, c'est l'atteinte des points d'achèvement. L'initiative PPT. Mais l'initiative PPT, ce n'est pas seulement l'argent qu'on distribue, ce n'est pas un effort qu'on fait, mais c'est aussi des indicateurs précis. Par exemple, pour la santé, on devrait fournir que l'État a fait un effort en matière de la vaccination, que l'État a fait un effort en matière de la consultation prénatale. Si on n'a pas un système viable, on ne pourra pas répondre à ça. L'État peut former les médecins, il peut former les sages-femmes, il peut envoyer l'argent, mais le fait que les données de routine, les données de tous les jours ne sont pas organisées, l'État à la fin ne peut pas avoir la preuve soit de sa réussite ou de son échec. Je dois vous dire, M. Condé, que toute information statistique qu'on cherche ici-bas, quelqu'un là. Si je vous cherchez tout de suite combien d'émissions, combien de débats gouvernance ont été réalisés, je suis sûr dans vos locaux ici, il y a quelqu'un qui a l'information. Et si vous cherchez combien de kilomètres de route qu'on doit faire à Guinée, il y a quelqu'un qui a l'information. Mais où est le problème? C'est comment collecter ces informations, transformer ces informations individuelles, privées, en une information collective et publique. Et accessible à tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je parle public et collectif. Donc, l'enjeu du système statistique, c'est de transformer les données individuelles ou privées de chacun de nous à une donnée publique et collective pour pouvoir mesurer notre avancée. Je prends par exemple le cas aussi de l'agriculture. L'un des points phares de la gouvernance du professeur Alpha Condé, c'est l'investissement qu'il a réalisé en 2011 dans le secteur agricole, les intrants, les outils, les moyens financiers qui ont tenu. Mais aujourd'hui, il y a des paysans qui ont bénéficié de ça. Chaque paysan qui a bénéficié connaît effectivement ce qu'il a eu, connaît exactement le nombre d'hectares qu'il a produit avec ça, et connaît exactement la récolte qu'il a réalisée en 2011. Et il suffit seulement qu'on ait un système statistique qui permet d'aller collecter ça chez chaque paysan, chez chaque intervenant, et nous pouvons dire tout de suite, voilà l'impact de notre investissement dans l'agriculture. Monsieur Diop, qu'est-ce que la Guinée gagnerait dans ce projet de renforcement des capacités statistiques? Comme nous l'avons dit, c'est la collègue l'a dit, on ne peut pas mener de bonnes politiques développer un pays si on n'a pas une bonne information statistique. Comme il a dit, c'est la fondation sur laquelle on bâtit. Donc si la Guinée est un pays émergent, y arriver dans les délais prévus, elle est obligée d'investir pour développer son appareil statistique. C'est ça la boussole, ça qui permet de savoir si on est toujours sur la bonne trajectoire. Si on va au rythme souhaité, est-ce qu'il faut apporter des correctifs? Puisque comme l'a dit le DG au début de l'entretien, aller vers les meilleurs, c'est se fixer des objectifs chiffrés aussi. Il faut avoir l'information de base, savoir d'où on part, où on veut aller et comment y aller. Ça, c'est très important.
Maintenant, je profite de votre question pour revenir sur un peu le financement. Personnellement, je trouve que financer la statistique publique dans le pays ne coûte pas très cher. Dans un pays comme le Sénégal, qui est mon pays d'origine, si on consacre 0,25% du budget de l'État à la statistique, on n'aurait plus besoin de recours aux bailleurs de fonds. C'est-à-dire, si on dit à un ministre, chaque fois qu'on vous donne 400 francs à dépenser, donner 1 franc pour la statistique CFA, ça ne va pas le gêner beaucoup. Mettre 1 franc sur 400 francs CFA pour la statistique, et si on le fait, le pays est autonome. Nous n'avons plus besoin de demander de l'argent pour la statistique pour la Union européenne. Bon, je n'ai pas fait le calcul pour la Guinée, mais je suis sûr qu'un petit pourcentage du budget de l'État suffirait pour financer la statistique publique et avoir un appareil statistique émergent. J'ai dit à un moment donné que c'est une fonction régalienne de l'État. Lorsque l'autorité palestinienne a été créée, parmi les premières institutions, le bureau central de statistique de Palestine. Jusque-là, c'est l'autorité occupante qui produisait les statistiques sur la Palestine. Oui, donc c'est très important. C'est l'une des premières structures publiques créées par le président Arafat. Donc lui, il a vu l'importance. Le fait que c'est une fonction régalienne, qu'il fallait que les Palestiniens, l'autorité, gèrent ce secteur vital. Et depuis là, ça continue. C'est ça que nous souhaitons vraiment voir généralisé dans le pays. En Afrique, nous avons souvent de beaux projets, mais je constate ce qui nous manque, c'est l'esprit de suite. Si nous décidons de faire quelque chose, on se donne les moyens, construire et qu'on arrive jusqu'au bout. Je sais que le président actuel de la Guinée a l'esprit de suite, puisque c'est un vieux combattant de la démocratie. Il a lutté pendant des décennies pour arriver là où il est. Donc je pense que, vu l'intérêt qu'il manifeste pour le développement de la statistique en Guinée, je suis à peu près certain qu'il ne va pas oublier ce chantier et qu'il fera vraiment tous les efforts qu'on fait qu'il fasse pour que le système statistique décolle le plus rapidement possible. Monsieur Jean-Claude Leguet, l'Union européenne met beaucoup d'argent en Sicile, vous êtes européen. Vous êtes en Guinée également depuis quelques semaines pour ce travail. Vous avez constaté sur le terrain comment évolue l'État guinéen. S'il y avait aujourd'hui un conseil à donner aux décideurs, lequel serait ce conseil? Consulter en organisation et donner des conseils aux gouvernants, c'est un peu hasardeux. Bon, ça fait très longtemps que je suis consultant en Afrique, c'est vrai. J'ai souvent été par le passé déçu par le manque de décisions qui ont suivi les appuis et les conseils, mais en Guinée aujourd'hui on sent que les choses bougent. Bien sûr, quand on visite Conakry, on souhaiterait que certaines choses bougent plus vite, mais on sent que les choses bougent, qu'il y a une véritable volonté d'aller plus loin, et même qu'on sent qu'il commence à y en avoir les moyens. Je pense que c'est avant tout, et c'est très curieux, parce qu'on avait cette conversation hier soir après notre présentation avec la mondiale. Je crois que c'est avant tout un problème de volonté de décision. Il faut prendre des décisions. Et je crois que les décisions, il faut les prendre. On disait ce matin entre nous qu'il y avait une personnalité, monsieur le directeur général disait que c'était peut-être Sankara, mais je ne me souviens plus, mais une personnalité connue qui disait « Je travaille 10 heures par jour, si je prends une décision toutes les 2 heures, si je prends 3 bonnes décisions et 2 moins bonnes, je suis gagnant. » Je crois qu'en matière de réforme, c'est d'abord prendre des décisions, il faut avancer. En matière de réforme, et en réforme institutionnelle en particulier, on avance et on peut ajuster. Mais en tout état de cause, le pire, c'est de ne rien faire. Alors je vais vous, là-dessus, pour démontrer ce que je suis en train de vous dire, prendre simplement un exemple. Monsieur le directeur général reparlait tout à l'heure des locaux de l'INS. Et hier, dans la présentation, quelqu'un qui dit, mais oui, vos réformes, ça nécessite des locaux, ça nécessite de restructuration. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une hypothèse basse, une hypothèse moyenne, une hypothèse haute? Alors je dis, bien sûr, une hypothèse basse, c'est très simple.
pour faire de la bonne statistique, il faut aujourd'hui un bon système informatique, un bon réseau informatique. Mais ça, c'est pas très cher. L'informatique aujourd'hui est très puissante. Il y a avec des petits matériels pas très chers, on peut arriver à avoir des réseaux extrêmement puissants qui fonctionnent très très bien et qui vont largement satisfaire les besoins. Et yes, très bien. Mais pour faire fonctionner l'informatique, il faut de l'électricité. Alors il faut aujourd'hui, parce qu'on ne va pas demain matin, même si cette réforme de l'alimentation électrique de Conakry est en marche, ça va quand même encore prendre un peu de temps. Donc pour que ça soit donc dans les mois qui viennent que l'INS dispose de son outil, il va falloir un groupe électrogène. On ne peut pas installer un groupe électrogène dans 12 bureaux et puis pas dans les autres. Donc, pour qu'on puisse installer le minimum d'outils pour que l'INS fonctionne correctement au XXIe siècle avec les outils modernes, eh bien, il faut des locaux. Donc, effectivement, l'hypothèse basse, c'est de construire un bâtiment, d'acheter un groupe électrogène, de mettre en place un système informatique, et pour ça, il faut le personnel compétent pour le servir. C'est une hypothèse basse. Et il n'y a pas à sortir de là. Si on ne fait pas ça, eh bien, tout le reste restera du papier. Monsieur Ledoux. Monsieur Kaba, nous allons terminer cette émission. Quel est le mot de la fin de votre côté? Le mot de la fin, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais c'est après, puisqu'on doit se voir après. Mais ce que je pourrais dire pour le moment, c'est que nous remercions beaucoup de partenaires techniques et financiers, en particulier l'Union européenne dans ce projet. Mais à part de l'Union européenne, il y a beaucoup de partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, le système des Nations Unies, qui appuient le système statistique national. Et aussi l'État à féliciter et à remercier. Par exemple, pour le cas de recensement général de la population, quand je venais à la tête de l'INS le 12 février 2014, pour un budget global de 12 milliards de contrepartie que ce que l'État devrait donner comme contribution pour la réalisation du recensement général de la population, il n'y avait que 1 milliard inscrit dans le budget. Mais en une semaine, nous avons pu faire le plaidoyer à notre tête le ministre du Plan, M. Sékou Traoré, auprès des autorités de finances et du plus haut niveau. Je vous assure, en une semaine, on a pu avoir 6 milliards, plus 1 milliard qui était là-bas, ça nous fait 7 milliards. Et c'est ça qui nous a permis de payer la formation et de payer une partie des opérations de terrain. Ça veut dire que les 200 000 qu'on a donnés à nos agents recenseurs, les périodes de déploiement. Étant entendu que l'Union européenne, avec l'Union européenne, on s'est mis d'accord qu'on va payer les agents recenseurs à 1,2 million. L'Union européenne va donner 1 million et le gouvernement donne 200 000. Les 200 000 premiers, 9 000 personnes multipliées par 200 000. Et c'est ça c'est cet argent de 6 milliards qu'on a mobilisé en une semaine, on ne peut pas le faire. Et l'opération est engagée. En plus, la formation. Pour la formation, on avait, parce que pour avoir d'abord les 9 000 agents recenseurs, il faut avoir formé au moins environ 12 000 agents. Et parmi ces agents maintenant, sélectionner les meilleurs. Donc nous, en Guinée, nous on a formé 13 000 agents. Les 13 000 agents formés, l'Union européenne, les partenaires, de façon globale, ont donné par jour 2 $ à chaque agent formé par jour. Et on a fait 2 jours de formation, donc 140 000 francs. Le gouvernement qui constate qu'il y a la pauvreté, il y a le truc, a dit non, je ne peux pas donner 140 000 pendant 10 jours à mes jeunes. Bien que c'est le patriotisme, et on n'est pas pris à 5 $. Ça veut dire que le gouvernement donne 3 $, ça fait 21 000 francs par jour, à raison de 1 $ pour 7 000 francs d'hiver.
vous prenez donc 3 $, donc 21 000 francs par jour, vous multipliez par 10, ça fait déjà 210 000 et vous multipliez ça par 13 000 personnes. Vous voyez que ces milliards, moi déjà je n'ai rien vu de ces milliards-là, tout est parti en délégation de crédit et les jeunes gens, chacun a reçu son argent. Donc vraiment il y a un effort considérable que l'État est en train de faire. Mais ce n'est pas suffisant. Le recensement est terminé. J'ai dans ma main aujourd'hui plus de 2 millions de questionnaires. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas le mot de la fin. Il faut le traiter. Il faut le traiter. Je vais vous prendre, vous allez voir comment ces questionnaires sont stockés. Et vous-même, vous allez vous rendre compte de l'énorme travail qu'il reste à faire. Donc, ce que je peux ajouter, c'est d'encourager, de dire au gouvernement, on est comme une femme enceinte. Tous les jours, c'est important. Les efforts doivent être importants, la douleur est importante, mais à terme, si on accouche dans les bonnes conditions, tout ira de mieux. Donc je voudrais vraiment que notre système statistique accouche dans les bonnes conditions en garantissant à l'Institut national de la statistique les moyens nécessaires. Mais nous aussi, on a un devoir en tant que statisticien. Il ne faut pas que l'État nous donne de l'argent et que demain, on gaspille, on ne sait pas, on nous appelle qu'est-ce que vous avez fait. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi dans la réforme, il y a un volet important sur les manuels et procédures. Nous devons élaborer ces manuels et procédures, vendre ces manuels et procédures à l'État et aux partenaires. Pour nous dire, si vous nous donnez de l'argent, voilà comment votre argent sera géré. Obligation de résultat. Consultant principal, le mot de fin de cette émission gouvernementale. Je voulais juste compléter une réponse. Vous avez demandé ce que la Guinée doit attendre de cette réforme. Je réponds dans l'autre sens. Il y a un pays européen qui, à un moment donné, pour entrer dans la zone euro, avait maquillé ses statistiques. Jusqu'à l'époque, il y a un certain nombre de critères qu'il fallait remplir. Depuis quelques années, la crise est tellement critique dans ce pays qu'il est soumis à un ajustement structurel renforcé, pire que ce que nos pays ont connu dans les années 80. C'est la Grèce. Donc, vous voyez, le fait soit d'utiliser des statistiques qui ne sont pas bonnes, soit de ne pas en disposer peut coûter cher à l'économie et à la société. Actuellement, les pensions ont été réduites, les salaires des fonctionnaires, il y a le chômage, etc. Les conditions de vie de la population sont devenues très difficiles. Parce qu'à l'époque, pour avoir l'euro, comme tout le monde, on a maquillé les statistiques. Donc c'est ce genre d'événements que nous voulons aussi éviter à nos pays. Fondons nos décisions sur des statistiques qui reflètent la réalité. Et pour ça, donnons les moyens de les collecter, les traiter, les diffuser. En terminant, je voudrais juste vous remercier de nous avoir permis de nous exprimer sur les ordres de la radio-télévision guinéenne. Je remercie également les autorités guinéennes pour l'accueil que nous avons reçu pendant cette mission, notamment le ministre du Plan, comme je l'ai dit, qui nous a reçu pendant plus de temps. Il y a aussi le secrétaire général, le chef de cabinet, le directeur de la jeunesse, et tous les collègues dans les différents ministères qui nous ont accueillis à bras ouverts. Moi, je dois revenir d'ici dans 2 semaines, puisque le travail n'est pas terminé. Nous devons encore mettre au point la version finale de notre rapport. Donc, je pense que ce qui a été dit aujourd'hui et ce qui sera encore obtenu comme information dans ces 2 semaines permettra d'affiner le projet de réforme et nous remettrons un rapport final dans 3 semaines aux autorités pour que les décisions appropriées soient prises. En tout cas, nous comptons beaucoup, comme je l'ai dit, sur le soutien de l'autorité politique pour vraiment permettre au système statistique de ce pays de décoller et remplir la mission que la nation guinéenne attend de lui. Monsieur Diop, merci. Monsieur Legué, merci beaucoup. Merci. Monsieur Kaba, merci. 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 Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, j'espère qu'autant que vous,
nous sommes tous situés et éclairés aujourd'hui sur ce que c'est que la statistique et l'organisation institutionnelle. Nous espérons que ces messages de ces experts, de cette direction nationale de l'Institut tomberont dans de bonnes oreilles et que la Guinée, qui est aujourd'hui en voie d'être un pays émergent, suivra bien la bonne logique et que les bonnes décisions seront prises pour le bonheur de notre Guinée. Merci donc à M. Kaba Aboubakar, il est ingénieur, statisticien, économiste, directeur général de l'Institut national de la statistique au ministère du Plan. Merci également à M. Diop Lamine, il est statisticien, économiste, consultant international. Merci également à M. Jean-Claude Leguet. M. Jean-Claude Leguet, expert court terme en réforme institutionnelle et en audit organisationnel. Merci d'être venu dans cette émission. À vous, amis téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Gouvernance de la RTG. Où que vous soyez à travers le monde, bonjour chez vous.